c'est pas pour rien que justement tu as choisi de le garder, enfin qu'il est arrivé, que tu as choisi de le garder. Il était comme beaucoup, beaucoup d'enfants. Alors je dis pas que tous les enfants sont des sauveurs, mais euh, l'enfant choisit vraiment sa famille. Bon, bah, toi, tu as choisi ta famille pour justement vivre le rejet, le non-amour, pour travailler cette blessure fondamentale de trouver l'amour de toi, quoi. Je crois qu'on est à peu près tous sur Terre pour ça, mais là, il y a des souffrances, enfin, il y a des situations plus ou moins souffrantes, hein. Tu avais pris du lourd, hein, je pense que tu as vécu dans d'autres vies où tu as été sacrément, incroyablement peut-être méchante. Je rigole, évidemment, hein. Mais voilà, c'est sûr Oh, que c'est possible, hein? bon, ben, pourquoi pas, tout à fait. Je veux dire, de toute façon, apparemment, on vient sur Terre, enfin, je sais pas, moi, c'est mon regard et mes croyances. On vient sur Terre vivre une expérience et donc, ben, parfois, on peut être peut-être la pire, je dirais, crapule qui soit. On fait vivre aux autres des choses pas possibles. Et ben, à un moment donné, on va se retrouver en sens inverse, à être la personne peut-être pas la plus souffrante, mais enfin en tout cas, on va vivre vraiment ce qu'on a peut-être infligé aux autres, quoi. Et tout ça sans faire le lien au départ, quoi, hein. Ouais, tout à fait. Alors, je reviens un petit peu sur les auto-hypnoses. Donc, c'était intéressant parce que moi, ça veut dire qu'a priori, j'ai pas décroché. Alors, sauf si, quand je me suis endormie, là, je te dis, je me suis endormie, j'ai pas réussi en le réécoutant à vraiment m'accrocher un moment où je me suis endormie, quoi. J'ai l'impression que ça a été quand même assez rapide. Mais même la deuxième fois? Non, non, la deuxième fois, je ne me suis pas du tout endormie. Mais je te dis, la deuxième fois, eh ben, alors, ben, toi, par expérience, j'avais vraiment des pensées, tu sais, je te dis, là, j'étais dans des trucs qui me venaient, bah tiens, l'aménagement, il faudrait que je pense à faire ci. Puis je revenais, j'écoutais ta voix, et puis je repartais dans une pensée. C'est un petit peu comme dans des états de méditation où tu te laisses happer par tes pensées et tu essaies de te ramener. Alors, moi, j'ai toujours, ta voix, moi, je l'adore, elle est incroyable. Et je me suis dit, mais c'est quoi, là, je reste dans le contrôle, je reste parce que c'est quoi toutes ces pensées là que j'ai pas réussi à calmer ce petit comment dire ce petit moulin mental, quoi. Je sais pas, Euh, quel est ton regard, qu'est-ce que t'en penses? t'enregistres l'appel. J'avais pas vu. J'ai essayé, je savais pas si ça marchait de mon côté, ça marche aussi. Hein. D'accord. Ah, on s'en fout. Ouais. Il y aura toujours de toute façon des pensées parasites. Il y aura toujours un mental qui va venir te faire penser à autre chose, qui va venir te faire penser à tes courses, à tes problématiques, et pourquoi il se passe rien, et je suis censée ressentir quelque chose et je ressens rien. Il sera Alors, toujours là, de toute façon. oui, pardon, excuse-moi. Je peux t'interrompre, mais parce que attends, mais comme quoi, je l'ai pas noté ce matin, mais ça me revient en fulgurance là. Très très vite, alors il était 3 4 heures du matin, un truc comme ça. Et par contre, le corps, c'est comme si j'avais en permanence des espèces de décharges électriques. C'est-à-dire que mes jambes surtout, toi, ça faisait des espèces de décharges. Et plein de fois, j'ai dû, j'avais besoin presque de changer de position, de me toucher. Alors ça m'a en même temps ben, perturbée. Ouais, mon corps, surtout les jambes, quoi. Je te dis, ouais, ouais, comme si des décharges, quoi. Oui, bah, ça veut dire que tu étais quand même connecté à ta partie énergétique, Je parce que pense. tu es en tant qu'énergie, donc ça veut dire que ça marche, Ouais, ouais. malgré tout, même si... En fait, pour revenir au mental, le mental, il a son utilité à chaque fois. Pour autant, quand tu as des pensées mentales qui arrivent, du style, bah oui, tes projets, tes courses, tes enfants, tout ce que tu as prévu de faire, ou tes problématiques d'argent ou de je ne sais quoi, vont toujours revenir à tout moment. L'idée, c'est simplement d'accepter que ces pensées elles soient là, mais de se rendre compte que ces pensées elles sont là pour te perturber et de revenir à ce que tu à ce que tu avais prévu de faire au départ, c'est-à-dire écouter l'hypnose de Corinne et de se recentrer là-dessus.
Et puis de toute façon, t'inquiète pas, ton mental, il va à nouveau te ramener sur autre chose. C'est ok, c'est pas rejeter ça, mais simplement se dire, ok, ça fait partie en fait de l'hypnose. Ça fait partie de ce chemin vers soi. C'est pas rejeter en fait ses pensées, c'est pas rejeter tous les questionnements que tu peux avoir. C'est prendre conscience que ces questionnements-là sont là pour t'éloigner de ce que tu es en train de faire et revenir à ton instant présent. Dans l'instant présent, c'est je suis en train d'écouter une séance d'hypnose pour me connecter à moi-même, pour me connecter à qui je suis en tant qu'énergie et éventuellement ressentir des choses. Et ces pensées-là, je les regarde, je dis ok, elles font partie du tout. Pour autant, c'est pas elles qui décident, donc je décide de revenir à cet état d'hypnose où j'ai envie simplement de me laisser aller. Et pas rejeter, c'est ok, je les ai vues passer, elles sont là, mais je reviens à l'état d'hypnose. Et soit tu penses à ce que tu étais en train d'écouter, soit tu te focalises sur ton souffle. Et tu conscientises ta respiration, ce qui te permet de revenir dans ton instant présent. Parce que l'important, c'est de revenir dans l'instant présent. Les pensées, les questionnements, c'est de l'après. C'est pas de l'instant présent. Et ça t'éloigne de ton instant présent dans ce qui peut se passer ici et maintenant. Et l'idée sur cette hypnose, que je ne sais pas si je la mettrai en ligne, mais je voulais que tu l'expérimentes avant, quand je te parle d'hypnose vibratoire, c'est ça, c'est revenir à qui je suis en tant qu'énergie. Et si ce que tu as ressenti, c'est juste, ça veut dire que tu t'es connecté à qui tu étais en tant qu'énergie parce que tu as ressenti des décharges électriques dans le corps au niveau de tes jambes. Et ces décharges électriques, et on est de l'électricité à la base. L'énergie, c'est électrique. Donc, on va dire que ça a bien marché. Qu'est-ce que ça a apporté? Je ne sais pas. Tu verras bien dans le temps. Si ça doit apporter quelque chose ou c'est peut-être simplement revenir à cet état-là, ressentir ces choses-là. Peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Peut-être continuer parce que ça t'a fait de l'effet et revivre cette hypnose plusieurs fois pour de plus en plus revenir dans cet ici et maintenant, conscientiser tes pensées qui vont t'amener ailleurs et revenir plus rapidement la fois d'après. Prendre conscience que ces pensées, elles t'amènent ailleurs et c'est ok et c'est juste et c'est normal. Mais te dire, non, je veux pas que ça soit, je veux pas penser à ça, je veux être dans mon instant présent à vivre cet état d'hypnose et être à écouter la voix de Corinne. C'est pour ça que j'évoque souvent ma voix, pour que la personne revienne à la voix, pour être simplement, on s'en fout de ma voix quelque part, c'est revenir dans ton instant présent. C'est revenir à l'instant présent. Mais moi, c'est à chaque fois ce qui me ramenait. Hein. Quand je dis ce qui me ramenait, c'était le fil conducteur, quoi. Tu vois, ça me ramenait vraiment à l'instant présent. Et généralement, c'est à ce moment-là que mon corps avait ce genre de décharge. Alors, à un moment donné, j'y tenais plus. Je sais pas pourquoi. Parce que c'était le nez qui me démangeait ou enfin, voilà. Mais en même temps, tu vois, c'était c'était ici et maintenant, quoi. J'avais besoin. Je sais plus de me gratter. Je sais plus, peu importe. Mais et ça m'a connecté que je l'avais déjà vécu justement dans des moments peut-être de méditation, de trucs comme ça où finalement le corps manifestait comme si le message c'était bon, bah voilà, peu importe ce qui doit se passer, mais en tout cas, tu t'es connecté, oui, à cette espèce de corps énergétique, quoi. Oui, est-ce que tu es en tant qu'énergie? J'ai pas de pensée, de connexion, mais tu vois, vraiment, ça a été vraiment cet état, puisque quand je te parle de toutes ces pensées qui me sont venues, mais c'est bientôt, enfin, je sais pas, je refaisais le monde entier, quoi. J'étais là, non, mais what, quoi, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre, quoi. Mais à chaque fois, je me raccrochais, et à ce moment-là, j'avais une espèce de décharge, quoi. Donc, oui, en fait, comme je t'avais expliqué, ton mental, c'est pas ton ennemi, c'est pas ton ami non plus. Lui, il va tout faire pour t'enlever au moment présent. Parce que si le mental disparaît, il n'existe plus et il ne peut pas ne pas exister. Donc en fait, il va toujours se rappeler à toi par des pensées, par des questionnements, par des doutes, par le besoin de contrôle. Et c'est ok, c'est simplement prendre conscience de ce mécanisme-là et de dire non, là, aujourd'hui, là, pour l'instant, je décide d'être dans cette hypnose, je décide de me laisser aller. Donc, je vois cette pensée, elle est ok, c'est ok, elle m'a dévié en fait de mon instant présent, c'est ok, j'accepte. Si j'ai besoin de, voilà, par exemple, j'ai pas pensé, il faut que je fasse ça demain, eh ben, je prends mon téléphone, je le note, comme ça, en fait, je dépose ma pensée,
elle est écrite dans la matière. Demain, je m'en souviendrai parce que je l'ai écrit dans la matière. S'il faut alors faire comme ça, tu remets l'hypnose en mode pause ou tu la remets au départ. Tu écris tout ce qui peut te passer par la tête, tout ce que tu as besoin parce que tu t'es souvenu qu'il fallait que tu fasses ci, fasses ça. Tu le notes, tu l'écris. Maintenant, c'est posé. Et ne t'inquiète pas, hein, ton mental, il reviendra toujours pour essayer de te détourner de ce que tu es en train de faire. Tout le temps. Tout le temps, il sera tout le temps présent. Faut pas te dire je vais le chasser. Non, non, non. C'est simplement prendre conscience qu'il est là, prendre conscience du mécanisme et lui dire ok, je t'ai vu, c'est ok, mais j'ai pas envie de penser à ça. Je veux être dans mon instant présent. Je veux vivre ce moment pour moi et je ne t'autorise pas à prendre le dessus sur moi. C'est une volonté personnelle. Hein. À chaque fois, moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'avoir des pensées parasites. La nuit, hein, quand tu dors pas, tu es toujours en train de penser à des tas de trucs. Mais après, c'est ton choix. C'est je décide de penser à ces choses-là ou je décide de ne pas me laisser polluer par ces pensées-là et de vivre mon instant. C'est soit me rendormir, soit écouter quelque chose parce que l'important, c'est ce quelque chose. C'est toujours un choix. C'est quel choix tu décides de faire. Donc, si tu as envie d'écouter vraiment cette hypnose et il semblerait qu'elle t'a fait du bien, eh ben, tu décides au moment où tu as ces pensées-là, tu regardes les pensées, c'est ok, je sais comment ça fonctionne. Pour autant, je veux revenir à cet instant et je décide moi de revenir à cet instant. Et plus tu vas le faire, moins tu vas avoir des pensées parasites, moins le mental il va prendre la place. Plus tu t'opposes en disant non, c'est pas bien de penser à ça, je dois être dans mon moment présent, c'est pas bien. Non, là tu es en train de juger et au contraire, tu donnes de la force encore plus à ton mental parce que tu rejettes. Et tout ce à quoi on s'oppose s'impose. Et donc il ne faut pas rejeter, il ne faut rien rejeter. C'est comme les états dissonants, c'est comme la tristesse, la colère, les émotions qui nous perturbent, ce qui fait qu'on est en déséquilibre et qu'on n'est pas bien, il ne faut pas le rejeter. Au contraire, il faut l'accueillir comme une partie de toi. Pour autant, ce n'est pas la partie de toi qui doit décider, qui doit dominer, c'est toi. Et voilà, bon, merci de ce renvoi parce que j'étais très surprise d'avoir autant de pensées, quoi, autant de pensées parasites. Je me dis, mais waouh! Et j'ai envie de dire, alors, j'étais un peu perplexe, mais le résultat, de toute façon, je te dis, avec ce corps en décharge, là, mais vraiment, mais je ne sais plus combien de temps ça dure, c'est une demi-heure, un truc comme ça, je ne sais plus, plus peut-être, enfin bon, mais j'ai eu l'impression vraiment très rapidement d'avoir ces décharges, et je te dis, pensée parasite, je revenais décharge, enfin tu vois, c'était un peu comme ça, et par contre, quand l'hypnose, l'auto-hypnose s'est terminée, là j'ai dit, bon, j'éteins et je verrai bien, et je me suis quand même endormie très très vite. Donc, tu vois, comme quoi, je sais pas, hein, mais en tout cas, ça m'a permis de me rendormir vraiment très très vite, comme si, je sais pas, ça avait fait sortir un peu ces pensées, là, ces cogitations. Juste, j'étais totalement surprise, quoi, parce que c'est comme si à partir du moment, bon, ça faisait quoi, peut-être une demi-heure que j'étais réveillée, enfin que je me suis recouchée et que je me suis pas rendormie. Mais j'étais pas mal, tu vois, tu sais, parfois tu te rendors et puis bon, là, t'as le petit train là, qui se met en marche et c'est infernal, t'arrives pas à déconnecter. Là, non, j'étais relativement sereine, mais je me suis dit, bon, allez, visiblement, je me rendors pas tout de suite, allez, je vais faire l'auto-hypnose à nouveau. Puis je me sentais justement détendue, sereine, on va dire, pour revivre l'expérience. Et c'est ça qui m'a perturbée, c'est à partir du moment où j'ai commencé, c'est les pensées parasites qui sont arrivées. Tu sais, je les ai presque un peu pris comme un test, quoi. Je dis, ah bon, tu veux vraiment aller là-dedans? Alors attends, on va t'en mettre à chaque fois. Est-ce que tu es... Bon, enfin, voilà. Donc, je sais pas, hein, là, c'est peut-être... C'est pas grave, mais moi je t'encourage vraiment à pouvoir réécouter cette séance-là. Ouais. Et regarder ce mécanisme qui se met en place du mental, qui veut prendre le dessus. Et tu dis, ah bah, et puis à un moment donné, tu vas le voir arriver. Et tu vas dire, non, non, t'es gentil, toi, tu dégages. Là, c'est mon moment à moi. Toi, on se verra plus tard. On rediscutera, on négociera. C'est simplement le prendre comme un enfant qui ne doit pas prendre toute la place, qui a le droit à sa place. Mais par contre, là, pour l'instant, l'enfant, il va aller jouer ailleurs parce que toi, tu as envie de vivre ton moment. Et c'est à toi de décider. Et puis tu es mère, hein, tu sais ce que c'est. Hein. C'est toi qui décides. Est-ce que mon enfant, il prend le dessus sur moi? Est-ce qu'il prend le dessus sur ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il prend toute ma place? Ou est-ce que je décide que cet enfant-là, pour l'instant, il va aller jouer ailleurs? Et ben moi, je veux vivre mon moment. Et plus tu vas te rendre compte, tu vas voir le mécanisme, comment ça se passe, tu vas conscientiser, moins tu vas laisser de place à ton mental. Les pensées parasites, et même la nuit. Tu sais, quand tu te réveilles, tu as des pensées parasites, tu vas te dire, ok, ça c'est l'enfant
mon enfant, là, mon mental, qui veut m'empêcher de dormir. Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide que c'est, bah ok, bah il m'empêche de dormir, j'accepte qu'il m'empêche de dormir, ou je dis, bah non, non, t'es gentil, mais moi j'ai besoin de me reposer, donc t'es gentil, toi tu vas te coucher, et moi je vais me rendormir. C'est toujours un choix. Et plus en fait tu vas être conscientisé ces mécanismes-là, moins tu te laisseras dominer par ce mental. Donc je t'encourage vraiment à continuer, puisque si tu as conscientisé ça, je t'encourage vraiment à continuer cette séance, à réécouter, réécouter, et tu vas te rendre compte en fait, et c'est là que tu prends ton pouvoir. Bien sûr. Hein, Là, tu vas reprendre ton pouvoir, c'est qu'est-ce que je décide de vivre ou qu'est-ce que je décide de ne pas vivre. c'est vraiment ça, hein, ces séances, c'est reprendre son pouvoir. Hein. Oui. Je ne délègue à personne mon pouvoir, et notamment pas à mon mental. Hein, c'est moi qui décide. C'est ça. Pour finir là-dessus, quand tu l'as déjà pratiqué, tu as déjà pratiqué des auto-hypnoses, hein, j'imagine. Beaucoup. Bon, de toute façon, je pense qu'avec tout ce travail, hein, que tu as réalisé, d'être dans cette formation, dans ces formations, parce que tu en as fait plusieurs de techniques d'hypnose, il y a déjà ce travail, j'imagine, vous le faites, vous le pratiquez, non? C'est des exercices qui sont proposés, C'est-à-dire? des exercices d'auto-hypnose. Est-ce que c'est Non, 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 jamais ça a été proposé dans tout ce que j'ai fait. Alors, ce qui se passe, comment j'en suis arrivée à l'auto-hypnose, c'est que quand, dans mon travail de chemin de guérison, donc j'ai vu une première psy, j'ai vu une deuxième psy, et j'en ai eu une troisième que j'ai choisie, parce que c'était pas... Alors, les deux premières, c'était, on m'a dit qu'elle était bien. Donc, je suis allée parce qu'on m'a dit. Et j'ai compris que on, c'est sa référence, c'est en fonction de ce qu'il est lui, dans son instant, et que c'est pas forcément ma référence à moi. Et donc la troisième psy, parce que je pense que c'est pas parce que ça marche pas avec une personne que ça marchera pas avec une autre. C'est pas parce que ça va pas fonctionné avec un thérapeute que ça va pas fonctionner avec un autre. C'est peut-être pas le bon thérapeute, c'est peut-être pas le bon moment. Et si tu as envie d'aller mieux, de toute façon, t'inquiète pas, hein, tu trouveras ce qu'il faut, tu trouveras le bon thérapeute au bon moment. Je pense que pour moi, il y a toujours un moment pour tout. Et donc sur cette troisième, c'est moi qui l'ai choisie. Je voulais une personne qui pratiquait l'hypnose, parce que j'avais entendu parler de l'hypnose, et qui était à la fois psychologue. Et cette personne, donc, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé justement à apprendre à me respecter. Justement, j'étais avec le pervers à ce moment-là. Donc, elle m'a beaucoup permis d'avancer sur mon chemin de guérison par rapport au respect de moi-même. Et je voulais aller plus loin en fait dans cet amour de moi. Et en fait, elle voulait m'amener ailleurs. Et moi, je sentais au fond de moi-même que c'était pas ok, que le chemin vers lequel elle voulait aller, bah voilà, enfin, ça me parlait pas. Dans les séances, j'avançais pas. On faisait 1, 2, 3, 4, 5 séances. Et j'avais vraiment l'impression de végéter. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, non, moi, je veux travailler là-dessus. Elle me dit, mais non, non, c'est pas ce qu'il te faut. Et je pense que quand on s'écoute vraiment, on commence à se connaître un Ouais, peu. si, on Et sait. comme elle ne voulait pas aller dans la direction dans laquelle je voulais aller, bah, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec elle. Et comme j'avais commencé à travailler un peu sur l'hypnose, de savoir bah, comment ça se passe, comment on monte une séance d'hypnose, je me suis basée en fait sur les séances qu'elle m'avait faites. Et je me suis créé mes propres inductions. C'est là que ça a commencé. Et je me suis Toi, tu t'es lancée toute seule. Oui, je me suis lancée toute seule. Moi, j'ai été beaucoup autodidacte dans ma vie, hein, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Même la dactylo, hein, j'ai appris toute seule sur une vieille machine à écrire, tu sais, avec les touches hautes. Ouais, Et ouais. on m'avait donné un manuel de comment apprendre à être dactylo. Et je suis devenue dactylo comme ça. Exactement. Et donc, en hypnose, c'est pareil. J'ai commencé à me renseigner, à regarder autour de moi, à écouter des vidéos, à me baser aussi sur ce qu'elle m'avait un peu appris. Et je me suis dit, mais voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'entendre ça, j'ai besoin de travailler ça. Et je me suis créé en fait une induction où j'avais mis tout ce dont j'avais besoin dedans. Donc au début j'ai tâtonné un petit peu, petit à petit en comprenant les mécanismes et en voyant mes réactions à certains mots, j'ai utilisé certains termes à certains endroits d'une certaine façon, en autosuggestion. Et je me faisais donc, je me créais mes séances, j'enregistrais ma voix et je me réécoutais. Parce qu'il y a deux manières de faire l'auto-hypnose. C'est soit tu écoutes une hypnose qui a déjà été créée par quelqu'un, donc ça sera de l'auto-hypnose, et t'en fais ce que t'en veux, tu la réécoutes, soit tu vas t'auto-hypnotiser toi-même. Et c'est un peu ce que je voudrais justement mettre en place prochainement, c'est apprendre aux gens à s'auto-hypnotiser. Donc, tu m'entends? Oui.
Ah voilà, j'ai cru que ça avait coupé, il y avait c'était figé. C'est vraiment ce que j'avais, je dirais, un petit peu compris entre les lignes et c'est ça qui m'intéresse énormément. C'est vraiment, tu redonnes son pouvoir à l'autre, enfin, à la personne, hein, on va se réapproprier son propre pouvoir et Oui, là, ça peut être un outil extrêmement puissant. C'est-à-dire que là, effectivement, tu viens de réaliser une induction que tu pourrais proposer, bien sûr, à n'importe qui, mais en plus, ça serait vraiment apprendre à chaque personne à faire sa propre induction, sa propre auto-hypnose, donc avec sa propre voix, etc. Et donc, ben, je dirais évidemment dans peut-être une direction qu'il a envie d'explorer, quoi. Et ça, oui, alors ça peut, je te dis, il y a deux manières de pratiquer l'auto-hypnose. C'est soit tu crées ton induction, soit tu décides vibratoirement de te mettre en mode auto-hypnose, donc en état modifié de conscience. Par, je ne vais pas tout dire, mais notamment par la respiration, et d'arriver à trouver cet état vibratoire qui fait que la conscience s'amplifie et donc permet de se connecter à autre chose. Et c'est ce que je voudrais mettre en place justement dans certains de mes ateliers, c'est d'apprendre aux gens à s'auto-hypnotiser, mais pas forcément en créant une induction. ok, hein, voilà. Et C'est vraiment les apprendre déjà à aller conscientiser ce mental et le jeu du mental, à cesser de lui donner son pouvoir et d'aller écouter ce qui est à l'intérieur, notamment par le souffle. Et d'apprendre aux gens en fait à s'auto-hypnotiser, mais tout seul, sans personne, sans entendre quoi que ce soit que eux-mêmes, que leur propre souffle, que ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça en fait que je voudrais mettre en place. c'est vraiment très, très, très chouette comme piste, hein. Et moi, ça me fait vraiment à chaque fois ce retour à on reprend sa souveraineté, on reprend son propre pouvoir, quoi. Et on a tellement là besoin de ça en ce moment, hein, Oui, oui, oui. pour Bah, se connecter à soi-même, quoi. ah, tu sais, je pense que c'est bien cette période. Je trouve qu'elle est chouette, même si elle est compliquée, elle est douloureuse, elle est délicate. Elle est pas simple non plus pour moi, hein. Je veux dire, c'est pas parce que je souris que c'est toujours facile pour moi de mon côté. Je trouve que cette période, elle est merveilleuse parce que justement, il y a tellement eu d'avis dissonants, il y a tellement eu de gens qui ont dit tout et n'importe quoi. Des scientifiques qui disaient tout et n'importe quoi, des politiques qui disaient tout et n'importe quoi, ou tout et son contraire. On est d'accord, hein, tout et son contraire, c'est aussi une technique d'hypnose, hein. Ça permet de créer une confusion, saturation dans les cerveaux, et ce qui fait que les gens, du coup, ils comprennent plus rien, donc hop, ils ferment la porte, et ils deviennent pas des gentils moutons, mais pas loin. Et l'idée, c'est, par rapport moi à tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que j'ai expérimenté, moi j'ai jamais. Depuis quelques années, à force de travailler sur moi, j'ai décidé de reprendre mon pouvoir. Et je me suis dit, c'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. C'est pas on m'a dit que un tel est bon. Moi, chaque fois qu'une personne m'appelle, on me dit on m'a conseillé de venir vers vous. Je dis ok, vous en pensez quoi? Et c'est comment pour vous? C'est parce que il est ce qu'il est. Mais vous, comment vous le sentez? Est-ce que vous le sentez bon pour vous? Est-ce que vous sentez que c'est bien de travailler avec moi? Peut-être pas. Je laisse toujours le choix à la personne. Mm, mm. Parce qu'il n'y a que comme ça que, en fait, elle va aller mieux. C'est parce qu'elle aura décidé par elle-même et pas parce qu'on lui a dit que. C'est toujours une image, moi, que j'avais entendu parler, à partir du moment où la personne décide, que ce soit de dire, allez, je prends rendez-vous chez le médecin, je prends rendez-vous chez le coiffeur, enfin, pour n'importe quelle décision, à partir du moment où elle prend vraiment, je dirais, sa décision, le travail, il est quelque part déjà fait, non? Mais ça commence par ça, c'est je décide par moi-même de ce qui est bon pour moi. Donc je décide du coiffeur, je décide du dentiste. C'est pas parce qu'on m'a dit que je vais y aller. Je peux expérimenter, oui c'est bon ou non c'est pas bon pour moi. L'important c'est à chaque fois de décider par soi-même et de pas dire à l'autre ok t'en penses quoi, ok pour toi c'est comment. J'ai une personne qui voudrait faire ma formation d'hypnose vibratoire en groupe. Une fois ou deux, elle va, si, je ne sais pas si on diffusera cet enregistrement ou pas, mais elle m'a plusieurs fois dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bon pour moi? J'ai dit, toi, tu en penses quoi? Parce que c'est à elle de décider si c'est bon pour elle, c'est pas à moi.
Moi, je peux essayer de lui donner voilà, les points forts, les atouts, ce que ça peut lui apporter, ce que ça peut apporter aux autres. Mais ça sera elle qui va décider de est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je peux en faire quelque chose, est-ce que ça me parle, est-ce que ça m'appelle. Dans le ici et maintenant, hein, c'est vraiment, est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce C'est que ça, voilà. toujours, toujours, toujours. Merci beaucoup. Merci de ce partage et vraiment une piste à creuser pour enfin pour des prochaines, hein, je dirais, retraites immersives. Voilà, j'ai envie de les appeler comme ça, avec cet outil très très puissant que sera l'auto-hypnose. Oui. Alors, il y aura, oui, c'est des retraites immersives et puis peut-être aussi un autre format sur 2 jours où il n'y aura pas forcément besoin d'être tout le temps les uns avec les autres. Je suis en train de plancher dessus, je vais travailler, on va travailler ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais tu vois, cette idée d'apprendre aux gens à s'auto-hypnotiser. Alors, tu vas me dire s'auto-hypnotiser, pourquoi? Alors, dans un premier temps, ça va être peut-être aussi de reconnecter à ce qu'ils sont en tant qu'énergie, donc déjà se reconnecter aux éléments de la nature. D'abord, voir ce qui se passe, et puis eh ben, ensuite aller se remettre en état d'auto-hypnose pour aller voir en soi ce qui aurait besoin d'être libéré, ce qui aurait besoin d'être réglé, ce qui aurait besoin d'être apaisé, en se faisant confiance par rapport à ce qu'aura été vécu sur ces 12 jours. Mais ouais, je vais pas en dire plus pour l'instant. Et en plein travail, enfin, tu as déjà énormément, énormément d'idées, énormément avancé sur la question, sur le domaine, mais bah, merci parce que tu nous mets toute ton expertise, hein, toute ton expérience au service de ce travail d'apprentissage de l'auto-hypnose. C'est ton domaine, hein, depuis très longtemps et j'ai hâte. J'ai hâte. Ouais, simplement par rapport à l'hypnose, c'est vrai que moi je me suis beaucoup auto-formée au départ et après j'ai suivi des formations certifiantes. Donc j'ai compris que je pouvais en faire quelque chose. Euh, et plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte qu'on pouvait comment dire, on pouvait s'auto-hypnotiser tout seul, qu'on avait besoin de personne, mais il faut utiliser l'aspect vibratoire. Et tu vois, sur la technique d'hypnose vibratoire quantique que je propose en formation, euh, je viens aussi démystifier ce qu'est l'hypnose, ou en tout cas la croyance de la complexité de l'hypnose. L'hypnose, c'est pas quelque chose de compliqué, puisqu'on est en état d'hypnose à peu près toutes les 90 minutes et que tu es en état d'hypnose à chaque fois que tu te réveilles le matin et que tu t'endors le soir. Donc, c'est un état qui est complètement naturel. La plupart des gens ignorent qu'on est effectivement en état d'auto-hypnose plusieurs fois dans la journée. Tout à fait. Moi, je voudrais juste relater parce que bah, je crois un truc typique. Combien de fois on est dans sa voiture et on a un moment, moi j'ai un moment d'absence totale, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, et pourtant on est en train de conduire dans sa voiture et on arrive à un point X. Alors moi ça m'est arrivé plein de fois quand j'habitais à Paris où je me retrouvais à mon ancienne adresse, quoi. Je suis là, mais qu'est-ce que je fais à 3h du mat, tu n'as qu'une envie d'aller te coucher, et en fait j'ai complètement zappé, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, peut-être pendant 10 minutes, quoi. Et Ouais. il nous arrive strictement rien, hein. Non, parce que ton inconscient te protège dans tous les cas de figure. Donc, ton inconscient te fera toujours tenir ton volant correctement, accélérer, freiner, être attentive aux autres. Pour autant, il y a une autre partie de toi qui sera plus là. Et c'est pour ça, oui, c'est bien de prendre l'exemple de la voiture. Moi, le nombre de fois où je me suis dit, mais comment t'as fait pour arriver là? Et j'avais oublié une partie du parcours. Comme parfois, je ne sais pas si ça t'arrive, où bah, tu conduis et tu regardes l'heure. Et tu regardes l'heure, tu as l'impression de regarder l'heure 10 minutes plus tard, il s'est passé 45 minutes. Complètement. Moi, c'est quand sur des longs parcours, ça m'est arrivé plein de fois, quoi. Et en fait, quand les premières fois, je me rappelle, j'en avais pris conscience, c'était même un peu flippant. Tu te dis, non, mais c'est quoi là? Est-ce que j'aurais pu justement, bah, je sais pas, provoquer un accident ou un. En Non, fait, on est hyper conscient, mais c'est une conscience modifiée. c'est ça. Je te fais répéter là parce que je crois que c'est un point important. Tu as pris cette conscience, hein, qu'on a plusieurs fois dans la journée, enfin tout
monde a des états d'auto-hypnose dans la journée à plusieurs reprises et que l'on doit pouvoir se former et s'en servir. Je ne sais pas si mes mots sont clairs là. Justement, par rapport à cette notion de conscience, déjà, on est multiple, on n'est pas un. Il n'y a pas qu'une Corinne, il y a plusieurs Corinnes, il y a plusieurs états de Corinne. Donc, dans chaque état, il y a une conscience. Comme dans tout, il y a une conscience. Dans un grain de sable, il y a une conscience. Dans le vent, il y a une conscience. Dans un arbre, il y a une conscience. J'ai justement pris conscience qu'il y a de multiples consciences qui existent et qu'on peut se connecter à ces multiples consciences. D'où cette idée d'amener les gens à prendre conscience qu'ils sont multiples et qu'ils sont reliés à tout, aux autres, aux éléments, aux animaux, à tout ce qui existe, à tout ce qui est aujourd'hui dans la matière. Parce que toute matière a une conscience, parce que toute matière est au départ de l'énergie. Alors la matière, c'est de l'énergie lente. L'électricité, la lumière sont des énergies rapides. Toute matière qui existe est une énergie plus ou moins lente. Et l'idée, c'est, en état d'auto-hypnose, d'aller connecter à l'énergie rapide que nous sommes à la base, à l'initiale, et pouvoir connecter à l'énergie rapide qu'est l'arbre, qu'est l'animal, qu'est le vent, qu'est n'importe quoi autour de soi. Et aussi peut-être à un moment donné, aller connecter à ce que l'on est en dehors de cette matière-là. Dans toutes les temporalités. Plutôt, je dirais, hors de la temporalité, pour être plus précis. Je te disais, moi, ça m'a interpellée parce que j'ai l'impression, peut-être comme certaines personnes, comme beaucoup de personnes même, d'être loin de cette connexion à ma conscience, à ces différentes consciences. Tu t'es ouverte à cela parce que tu as, je dirais, expérimenté. Et tu penses que c'est possible de nous transmettre je dirais, cet apprentissage d'auto-hypnose et d'arriver à développer notre conscience de cet état? Oui, oui, complètement. Et c'est justement, tu vois, quand cet exercice que je t'ai fait faire dans cette hypnose vibratoire que j'ai créée et que j'ai voulu tester avec toi, c'est justement prendre conscience que le mental vient interférer, que les pensées, les questionnements, les soucis du quotidien, et ouais, demain il faut que je pense à faire ça, et j'ai tel problème avec telle personne, j'y pense. Mais c'est justement prendre conscience de ce mental qui vient interférer. Une fois que tu as pris conscience en fait de ce mode de fonctionnement du mental, tu vas de moins en moins lui laisser de la place. Parce que ta volonté, c'est justement que ce mental ne prenne pas le dessus sur toi. Mais qui tu es vraiment dans ton alignement, dans ce que tu es en tant qu'énergie rapide, viennent prendre la place. Et interdisent à cette énergie du mental, parce que c'est aussi une énergie mentale, de vouloir interférer dans ce que tu es en train de vivre, et ce qui va te permettre de peut-être, je sais pas, de transcender quelque chose, de connecter à ce que tu es en tant qu'énergie rapide, de connecter à une autre forme d'énergie, comme un guide, n'importe quoi, qui soit en dehors de la matière. Et de toute façon, le mental, il va toujours intervenir. Mais plus tu vas prendre conscience de ce mécanisme de ce mental, en te disant, ok, là je suis en train de penser à autre chose, donc c'est mon mental qui veut prendre la place. Je ne veux pas que mon mental prenne la place, hop, je me reconcentre sur ma respiration, je me reconcentre sur la voix que j'entends, si c'est une hypnose que tu écoutes, ou si c'est une auto-hypnose que tu te fais à toi, où tu vas te reconcentrer sur toi, sur qui tu es dans cet instant présent, et revenir dans cet instant présent. Parce que tout se passe dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, ce qu'on appelle. Et petit à petit, à force t'observer justement dans tes réactions, dans je suis en train de penser à tel truc, et puis de me dire, mais non, mais pourquoi je pense à ce truc-là? Je devrais être en train d'écouter l'hypnose. Prendre conscience je suis dans cette pensée-là, pour autant, ok, j'ai conscience que je suis dans cette pensée-là, mais je vais revenir dans mon ici et maintenant. Et de plus en plus, petit à petit, tu laisseras beaucoup moins, en fait, ces pensées prendre le dessus. Et tu en auras beaucoup moins. Et l'idée, c'est que les gens arrivent à conscientiser le mécanisme de comment ça fonctionne, pourquoi le mental vient prendre le dessus, les doutes, les questionnements, les j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est pas facile, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, je veux simplifier l'hypnose, faire prendre conscience aux gens qu'on peut travailler sur soi,
de par l'auto-hypnose, régler des problématiques sur soi, en prenant en fait conscience de notre potentiel, de notre plein pouvoir, et de justement toutes ces formes de conscience qui existent. Et c'est dire à qui je donne le pouvoir. Est-ce que c'est à ce que j'ai envie de vivre dans cet ici et maintenant? Est-ce que c'est à mes pensées, mon mental? Et pourquoi pas, hein, c'est aussi un apprentissage. Et voilà, c'est au fur et à mesure, c'est déjà conscientiser que le mental voudra toujours t'empêcher de t'élever, de grandir et de te connecter à qui tu es vraiment. Il a le droit aussi, c'est son rôle premier. Mais toi, bah, ton souhait, ton désir, c'est comment dire, d'être aligné, d'être en paix, d'être en phase avec toi et d'aller libérer tout ce qui te pollue. Et donc, bah, tu fais le choix de dire, bah voilà, dès que j'ai une pensée qui arrive, dès que j'ai un questionnement qui arrive, dès que je suis en train de penser à autre chose, je me dis, ah, là, c'est mon mental qui veut m'éloigner. Donc, je reviens dans mon instant présent, je me refocalise sur la voix que j'entends, la musique, la respiration, mon corps, et je reviens dans cet ici et maintenant. L'ancrage, c'est ça, hein, c'est être dans l'ici et maintenant. Mais mieux, tu es ancré et plus tu décolles, je dirais. Alors, tu vois, je te connais, c'est quelque chose peut-être pour des personnes qui disent non mais l'hypnose, je vais perdre mon pouvoir, je vais perdre mon contrôle, je vais perdre ma conscience, parce que ce que tu es en train d'évoquer, quand on est en état d'auto-hypnose, enfin quand on est en hypnose, on a quand même conscience complètement de ce que l'on fait et on va pouvoir justement récupérer son propre pouvoir et dire stop au mental si on a envie de lui dire stop, ou l'écouter si on a envie de l'écouter. Enfin, on perd absolument pas, on perd pas pied, on perd pas le contrôle. Enfin, Mais hein, non, jamais. En fait, c'est toujours. Tu vois, je suis là. hein, Alors vraiment, je te le dis, hein, ça coupe au niveau du son, donc peut-être rapprocher l'ordinateur de toi, parce que je t'entends vraiment pas très bien au niveau du son. Je te le dis, hein. Et ça coupe parfois. Pour revenir à cette histoire de cette notion de contrôle, ben non, tu le perds jamais. Malheureusement, il y a toutes ces foutues croyances par rapport à l'hypnose de rue, l'hypnose de spectacle, l'hypnose de Mesmer, où tu as l'impression que voilà, on va te faire n'importe quoi. Non, ça, décide que personne te fera faire n'importe quoi. C'est toujours un choix à la base. C'est j'accepte que l'autre me fasse faire n'importe quoi ou je n'accepte pas. Tu perds jamais le contrôle. Tu peux agir sur toi en conscience. Avoir la conscience de, c'est ne pas perdre le contrôle. Si tu n'avais pas la conscience, tu pourrais perdre le contrôle. La problématique que j'ai trouvée moi dans l'hypnose ericksonienne, mais c'est moi, hein, je veux dire, je ne juge pas l'hypnose ericksonienne, elle m'a beaucoup aidée. Mais c'est que justement, je donnais le pouvoir à l'autre de décider de ce qu'il allait me dire. Et je ne faisais qu'accepter et puis vivre et entendre ce que l'autre me disait. Mais si ce que l'autre te dit ne te parle pas, si le thérapeute qui a décidé de t'amener dans une direction, elle ne correspond pas à ce que profondément toi tu as besoin de vivre dans cet instant présent, ça ne marchera pas. L'hypnose ne marchera pas. Et tu vas te dire, ah bah l'hypnose ne marche pas. non, chez moi ça marche pas. Hein. Et voilà. Chez moi, ça marche pas. Alors que, en fait, ça peut marcher à tout moment à partir du moment où tu es dans la bonne direction et où toi, tu as décidé d'aller dans cette direction-là. Tu vois ce que je t'ai évoqué avec cette dame qui m'a beaucoup aidée. Mais à un moment donné, elle voulait partir dans une direction qui ne me correspondait pas. Donc, j'ai arrêté de travailler avec elle et j'ai décidé de commencer à apprendre à m'auto-hypnotiser parce que j'avais envie, j'avais besoin d'aller dans une direction. Et peut-être que ça n'aurait pas été la bonne. Pour autant, il s'est avéré que c'était la bonne parce que j'avais décidé d'apprendre à m'écouter. Qu'est-ce qui est bon pour moi? De quoi j'ai besoin, moi? Et c'est moi qui est à moi de décider. Et si je me plante, je me plante. Et j'expérimente, je me plante. Parfois, il faut se planter. Parce que vivre, c'est aussi parfois tomber, c'est parfois être dans l'échec, c'est parfois ne pas réussir, parce que ça fait partie de la vie. Alors, ça serait chouette de réussir tout le temps. Non, c'est pas comme ça. Enfin, je veux dire, ça n'aurait quelque part aucun intérêt si on est voilà, si on est, ah, je vais y arriver. Si nous étions tout le temps dans la réussite, ça serait mais pas du tout intéressant. Je pense que on fait une toute petite parenthèse sur l'échec. Là, c'est vraiment quelque chose qui est très, très engrammé, très lourd dans notre société française. J'ai presque envie vraiment de préciser, puisque c'est même pas européen, c'est même surtout pas mondial, mais en France, on a sacralisé quelque chose là. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit à l'échec. Hein. Je sais que tu en parlé souvent. Oui, oui, bien sûr. Enfin,
Mais là, ça fait des décennies et des décennies que c'est comme ça. On va pas refaire la société, on va pas refaire ce qui a été fait avant. Mais je te dis, cette période, elle est merveilleuse parce que elle t'invite à décider de ce que toi, tu as envie d'être. Est-ce que je me conforme au système? Est-ce que je me plie? Est-ce que je me laisse dominer par la peur, par les injonctions? Ou est-ce que je décide de redevenir souverain en mon royaume et de décider de ce qui est bon pour moi, de ce qui est bon pour mon corps et de dire non, quitte à me faire rejeter par la société? Mais les gens qui peuvent faire ça, c'est les gens qui ont travaillé sur eux, qui ont plus peur du rejet, qui ont plus peur du regard de l'autre, qui se disent, ben voilà, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de subir ça, c'est mon choix, ça m'appartient, bah, pour autant l'autre est peut-être pas d'accord, mais ça lui appartient aussi, il a le droit de pas être d'accord, pour autant moi je décide de ce qui est bon pour moi, et personne d'autre n'a le droit de me dire ce qui est bon pour moi, et absolument personne. Donc ça c'est un peu l'âme rebelle que j'ai, qui fait que je choisis ce qui est bon pour moi, je choisis qui j'ai envie d'inviter chez moi, ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai envie de vivre. Et ben, je reprends mon pouvoir, c'est moi qui décide, et si je me plante, je me plante. Ça m'appartient. Et j'accepte aussi d'être dans cet échec, d'être dans cet inconfort, dans ces moments où ben, tu n'y arrives pas. Et je suis tolérante avec moi-même par rapport à ça. Et c'est ça, et s'aimer, c'est accepter de se planter, se dire, ben voilà, on n'est pas parfait, et personne n'est parfait. Et personne ne te demande d'être parfait. La société, oui, elle voudrait que tu sois parfaite. Mais je te rassure, hein, absolument personne n'est parfait. Et moi, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un de parfait parce que je suis imparfaite. Donc, c'est peut-être à un moment donné, c'est casser toute cette éducation, tous ces mécanismes, tout ce qu'on nous a enseigné jusqu'à présent, sortir de là, en fait. Vouloir être parfait, vouloir toujours faire bien, refuser d'admettre qu'on peut à un moment donné se planter, c'est pas s'aimer, pour moi. S'accepter dans toutes ces parties de soi et notamment dans certaines parties qui vont effectivement chuter, tomber, se tromper, etc. C'est vraiment ça, s'accepter en totalité, quoi. Et donc, s'aimer. On en revient à une discussion qu'on avait eue. Alors, moi, j'aimerais vraiment reprendre comme ça, je dirais, ces clichés. Alors, à partir du moment où on a décidé, tout le monde peut vraiment être hypnotisable. En fin de compte, c'est quoi? C'est juste avoir un état de conscience modifié. Que ce soit à travers différentes techniques d'hypnose, à partir du moment où on est OK, et donc on peut vraiment aller sur de l'auto-hypnose. Oui, alors ça, si tu veux aussi l'assimiler, en sophro, on fait de la visualisation, c'est de l'hypnose aussi, la méditation ça peut l'être, en chamanisme aussi, enfin il y a plusieurs techniques qui amènent à un état de conscience modifié, il n'y a pas que l'hypnose. Hein. L'état de conscience modifié, c'est quoi? C'est un état qui est amplifié, c'est une conscience qui est amplifiée, c'est-à-dire que tu as, admettons, tu as conscience voilà, j'ai une maison, j'ai des murs, j'ai un toit, qui est limité. Hein. J'ai le toit qui est au-dessus, j'ai les murs derrière, devant, autour. Ça, c'est ce que je vis en fait dans mon intériorité. J'ai conscience de tous ces murs-là. L'idée d'amplifier la conscience, c'est se dire qu'au-delà de ces murs, au-delà de ce toit, il y a autre chose qui existe. Il y a la nature, il y a les arbres, il y a le ciel. Au-dessus du ciel, il y a l'univers. Ok, on a tous conscience de ça. Mais c'est simplement pour imager le fait que dans ce qu'on est, on a conscience de ce qu'on est. Je m'appelle Corinne, voilà, j'ai 55 ans, je suis comme ça, je vis ça, je fais ce métier-là, dans la matière. Mais pour élargir ma conscience, pour pouvoir accéder à autre chose qu'à ce que je connais, à ce que je suis dans cette matière, je veux me mettre dans un état de conscience modifié, donc amplifié, pour pouvoir accéder à ce que je ne vois pas, ce que je ne sais pas encore, ce que je ne ressens pas peut-être dans mon instant. Et c'est donc mettre ce corps dans un état vibratoire plus élevé. C'est faire monter les vibrations de mon corps à l'intérieur de moi pour me permettre de modifier, je veux dire amplifier ma conscience pour accéder à autre chose. Autre chose, je ne sais pas forcément. Alors c'est quelque chose que je vais avoir décidé ou pas. Moi, je suis pas forcément, j'essaye vraiment de lâcher le contrôle et de me dire, il m'arrivera ce qu'il y a de mieux pour moi. Quand je vis à une hypnose, je m'attends pas à quelque chose parce que être dans l'attente, c'est déjà être dans le contrôle et donc de faire
la part belle au mental, c'est simplement, je dis toujours aux gens, acceptez de venir sans rien attendre. Et dites-vous que la séance vous apportera ce qu'il y a de mieux pour vous. Et parfois, on ne sait pas soi-même ce qu'il y a de bien pour soi, mais on est quand même bien accompagné, bien guidé. Et là-haut, si on leur fait confiance, ils savent extrêmement bien ce qu'il y a de bon pour nous. Et c'est donc se mettre dans un état où on va s'ouvrir à autre chose. C'est comme si on pouvait s'expanser, c'est comme si on pouvait, ben voilà, je suis Corinne, j'ai mon corps et puis il y a tous mes autres corps. C'est le corps éthérique, avec le corps mental, bouddhique, atmique, enfin, tous ces corps qui interpénètrent le corps physique. Et notamment, ben moi, quand je fais des séances de régression, je vais beaucoup faire de chirurgie éthérique, où on va enlever des armes, on va enlever des mémoires, on va enlever des tas de choses sur le corps éthérique, mais qui ont un impact sur le corps physique. Et donc, l'état de conscience modifié, c'est un état qui est amplifié, ou dans lequel vient s'intégrer autre chose qui n'est pas palpable, qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas, qui ne se sent pas forcément. Bien que, des fois, quand on est bien aligné, quand on est très en paix, quand on pense à rien, donc on n'a pas laissé notre mental nous dominer, on peut arriver à voir des choses, entendre des choses, percevoir des choses assez régulièrement. Moi, j'ai de multiples expériences par rapport à tout ça, mais je me rappelle d'une fois où j'étais dans une forêt près de la Tour du Pin, parce que j'habitais du côté de Lyon, et c'est une forêt qui est assez, je vais dire, connectée. Et j'étais allée avec 2 amis chamans dans cette forêt, et puis on marchait dans la forêt, et à un moment donné, on sent une odeur de vanille, une forte odeur de vanille. Puis on se dit, on regarde autour et on voit que des pins, que des arbres, que des chênes, des pins. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme fleur qui sent la vanille? On ne trouve pas. On continue notre chemin, on continue à marcher. Un quart d'heure après, à nouveau, une très forte odeur de vanille, mais vraiment très prononcée. Et on se regarde et tout autour, pareil, il n'y a rien. Il y a toujours les mêmes arbres, il y a toujours les mêmes pins. Et là, on se dit, ouais, on n'est pas tout seul. Parce que parfois, les guides se manifestent par l'odorat, comme certains esprits. Tu vois, moi, quand j'ai profondément aimé mon beau-père qui est mort il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup. Enfin, c'était un peu mon père d'âme. Et ce monsieur, il fumait. Et pendant plusieurs années, quand j'ai habité Lyon, je me réveillais la nuit, ou je m'endormais le soir, je me réveillais le matin, avec une odeur de cigarette. Et je pensais que c'était le voisin qui fumait. Sauf que j'avais les fenêtres fermées. Alors, quand j'étais dans ma chambre, je me suis dit, bon, allez, ça se trouve, les joints sont pas bons, et tu sens en fait la fumée du voisin qui fume. Sauf que une fois, le voisin, il n'était pas là, il pleuvait, j'étais dans mon salon, et j'ai eu cette odeur de fumée, la même odeur de fumée de cigarette. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était mon beau-père qui venait se souvenir à moi. Voilà, enfin, il fallait qu'il soit là. Et l'odeur de la cigarette était comment dire, le symbole que lui, il était là à ce moment-là. Oui, je te demandais juste si tu avais actuellement encore ces visites. Est-ce qu'il est tout en présence, hein, voilà. Il sent que tu n'en as plus besoin comme avant. C'est possible. Peut-être que c'est plus lui qui doit intervenir aujourd'hui. Et je sais aussi que mes guides, ils ont fait silence pendant un certain temps parce que je devais vivre des choses toute seule, ici. Et de temps en temps, ils me rappellent, alors ils ne me parlent pas en ce moment, mais ils m'envoient des petits messages via les réseaux. On a évoqué, tu peux quand même l'évoquer, tu as posé une question, là, puis tu étais justement un petit peu dans la tristesse peut-être du silence de tes guides, mais tu as eu des signes là. Oui. Enfin, je me suis dit, mais est-ce que tout ce que je fais, ça sert à quelque chose? Parce que nos interviews, ces capsules, elles sont aidantes. Est-ce que c'est bon de continuer? Parce que voilà, parfois ça m'arrive de nous décourager et je leur dis, faites-moi des signes, dites-moi si je dois continuer, si je dois pas continuer, si c'est bon, si c'est pas bon, mais que ça se voit, parce que vous êtes gentils, des fois,
ben, j'ai vraiment pas l'impression que c'est vous, et du coup, je m'en remets à douter. Et le lendemain matin, ben, je me suis réveillée, j'ai commencé, enfin, j'ai regardé, je scrolle toujours un peu le matin, et j'ai vu plein notamment sur Facebook, sur Insta, enfin sur les réseaux connus, plein de petits messages qui disaient à un moment donné que c'est ne lâche rien, en titre d'un post, ne lâche rien, tout arrive à point, qui sait attendre. C'était très drôle. Et puis j'ai une relation que j'ai rencontré, un médium qui s'appelle Chris, que j'ai rencontré sur Nantes. Et j'ai eu la surprise de voir qu'il avait reposté un de nos échanges en parlant de moi et de la rencontre qu'il avait fait avec moi, et que voilà, il avait envie de m'aider, et qu'il avait envie de me faire connaître. Et j'ai trouvé ça super gentil de sa part, très touchant. Et ça a été d'autant, tu vois, de messages dans la journée, et puis sur les jours qu'on suivit, qui me disaient à chaque fois de persévérer, de rien lâcher. Je te dis, même les messages étaient très clairs, hein. Le deuxième jour, je crois que c'était ça, c'était persévère, ne lâche rien, les choses prennent du temps, mais ça va arriver. Alors, c'était pas forcément, c'était quelqu'un qui écrivait un post ou qui partageait quelque chose à quelqu'un d'autre, mais je tombais sur la phrase, ou je tombais sur le mot utile. Et nos guides, ils passent aussi par ce genre de biais, par ce genre de raison pour nous répondre. Merci de partager cela parce que c'est incroyable. Il y a peut-être des personnes qui se demandent, mais, demande au guide, mais on a comment les messages? Simplement, tu as posé des questions et là, les messages ont été, mais parce que tu les as lus, tu les as entendus, tu les as vus, hein, comme tu dis, c'était pas, on t'a pas écrit à toi, Corinne, directement, alors, gna, 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 mais comme par hasard, hein, quel hasard, tu es tombé sur ça, et c'était tous les messages concordaient dans le même sens, quoi. Hein. Confiance, arrête tes doutes, arrête de douter, persévère, oui, ça va arriver, ça va arriver. Hein. Donc, Mm, mm. et ça peut s'adresser à plein de personnes qui parfois doutent de certaines choses, posez des questions. Tu vois, hier soir, j'ai écouté un atelier qui a fait une certaine personne, qui a beaucoup de monde d'ailleurs dans ces ateliers. Bon, encore une fois, elle m'a pas appris grand-chose, parce que j'aurais pu, à un moment donné, il faut que j'arrête de douter de moi, parce que voilà, tout ce qu'elle a dit, je l'ai dit, je le dis aussi régulièrement aux gens qui viennent me voir. Ça va falloir vraiment que je me mette des coups de pied aux fesses pour arrêter de me freiner par rapport à ça. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui écrit tu sais, souvent les gens peuvent écrire des commentaires. Et il y en a qui disent, ben voilà, j'ai demandé à mes guides, mais ils ne me répondent pas. Mais en fait, c'est pas parce que tu vas poser une question que le guide va te répondre tout de suite. C'est accepte, c'est cette notion de lâcher prise. C'est je pose une question, je l'envoie dans l'univers, et on me répondra, enfin, quand on voudra bien me répondre, si on veut bien me répondre. Si on veut une réponse qui soit appropriée, qui soit la réponse du cœur, on pose la question et on accepte que rien ne vienne derrière, que ça peut prendre du temps, que on l'aura peut-être demain, peut-être dans une semaine, peut-être dans 3 mois. Moi, il y a des réponses que j'ai eues, tu vois, ma maison, c'est quand j'ai lâché prise sur quand est-ce que je vais pouvoir la vendre, que j'ai eu cette réponse qui est arrivée. J'étais dans mon appartement, j'étais en train de naviguer dans mon appartement, je pensais strictement à rien. Et la réponse est arrivée, alors que ça faisait peut-être des mois que j'avais posé la question. Pour avoir la réponse la plus juste, c'est pas vouloir une réponse. C'est je pose la question, et si je dois avoir une réponse, je l'aurai le moment venu, que ce soit en l'entendant ou que ce soit en le voyant. Tu vois, tu poses une question, puis quelques jours ou quelques semaines après, il y a un camion qui passe avec un mot ou une phrase, ou tu vois une affiche, ou sur une voiture, tu as une plaque d'immatriculation avec soit un numéro, soit un mot. Ça correspond en fait à ce que tu as besoin en fait de savoir. Et ce que tu viens d'évoquer, c'est qu'effectivement, c'est vraiment au moment où, quelque part, bon, tu es généralement dans le lâcher-prise total, tu t'y attends le moins, mais c'est parce que tu devais cheminer jusqu'à ce moment-là, et c'est le moment où, en fin de compte, ils ont très bien entendu que là, tu étais prêt, et tu étais prête pour recevoir la réponse qui va vraiment t'apporter à ce moment-là ce dont tu as besoin. Hein, et c'est des coquins hein, là-haut. Hein,
En fait, ce que j'ai compris depuis toutes ces années, ils sont pas là pour faire le travail à notre place. Ils sont là pour nous accompagner, pour nous aiguiller, pour nous soutenir, s'ils le veulent. Et c'est pas toi qui décides, c'est eux. Et ça, faut avoir aussi cette humilité de te dire, bah, ok, peut-être qu'il faut que je chemine seul, et ils sont pas obligés de m'aider, ils sont pas obligés de me répondre. Ils répondent s'ils ont envie de me répondre. Et moi, quand je pose une question, bah, j'accepte de ne pas avoir de réponse. Je me dis, bah, peut-être que bah, je dois me débrouiller toute seule, parce que c'est à moi d'abord de faire les choses, c'est pas à eux, parce que c'est moi qui suis incarnée. Et si je suis incarnée moi, c'est parce que c'est à moi de faire le travail. Pour autant, après, j'ai plus la main dessus par rapport à toi, à tout ce qu'on décide de mettre en place. Bah, on a fait des actions. Pour autant, on n'est pas maître de ce qui va se passer derrière. Et c'est pas nous qui décidons. C'est à un moment donné, c'est faire preuve d'humilité et puis reconnaître que tu peux pas tout décider, tu peux pas tout programmer, tu peux pas tout contrôler. Et plus tu vas accepter de lâcher prise, de laisser les choses se faire, de dire ben, ça arrivera quand ça arrivera, si ça doit arriver. Et plus tu vas t'aligner, et plus tu vas aller sur ton chemin de vie, et moins tu vas t'opposer, et plus ce sera limpide et clair. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a... Allez, c'est ma vérité, mais à mon avis, il y a au moins la moitié de la population française qui n'est pas sur son chemin de vie, qui n'est pas là où elle devrait être, parce que il y a les conventions, les croyances, il faut être un bon mari, il faut avoir un bon travail, il faut faire vivre la famille, et je suis dans un job que j'aime pas, et bah, tant pis, hein, bah, je vais faire l'effort parce que il faut payer le crédit de la maison, il faut faire rentrer l'argent pour faire manger femme et enfants, il faut partir en vacances parce que ça a toujours été comme ça, mais qu'à un moment donné, on n'en peut plus parce que ça ne correspond pas à qui on est vraiment. Et aujourd'hui, les énergies, elles nous amènent à nous révéler à nous-mêmes et arrêter de nous mentir, arrêter de penser que bah, tout ce qu'on a essayé de construire, c'est ce qu'on est vraiment. Pas forcément, et je dirais même de moins en moins. Et c'est pour ça que tu as plein de gens aujourd'hui qui pètent un plomb, qui font des burn-out, qui se reconnaissent plus dans leur activité parce que bah, ça ne correspond pas à qui ils sont vraiment. Et le souci, c'est qu'ils continuent aujourd'hui parce que voilà, il y a des engagements, il y a la peur du lendemain, il y a la peur d'être rejeté, il y a la peur de ne pas s'en sortir. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est se dire, je vais faire confiance. On appelle ça un peu avoir la foi. Et se dire, ben voilà, je vais m'écouter, je veux plus de ça, c'est terminé. C'est faire le choix de dire, mais maintenant c'est terminé, ça ne correspond pas à qui je suis, je vais arrêter de me fourvoyer. Comme je dis, je vais arrêter de vendre mon âme au diable. Et peut-être que je vais galérer, peut-être que ça va être compliqué, mais je suis alignée et je suis en accord avec moi-même. Et je n'ai pas à me fourvoyer. Et quand je me regarde dans la glace, je suis fière de qui je suis. Waouh. Quel message puissant, hein, et j'ai envie de dire, j'espère que beaucoup de personnes avec leur cœur écouteront ces paroles parce que, comme tu dis, s'écouter vraiment, s'écouter avec le cœur pour se retrouver, se reconnecter à son âme et à son propre corps, quoi. Parce qu'on l'a tous, hein, et on l'a parfois oublié, quoi. Je te propose qu'on coupe l'enregistrement et que tu te remettes où tu étais avant parce que vraiment je t'entends pas très bien. Vraiment, la coupure, la connexion est vraiment mauvaise. Ça fait ça. À tout de suite, merci. Donc je me suis réveillée cette nuit en me disant il faut que tu parles des HP. Ouais. Je me dis mais pourquoi en fait? Et je me suis donc rendormie et c'est resté ce matin. Et donc HP c'est quoi? Donc au potentiel. Donc on dit plein de choses hein, là-dessus, il y a plein de définitions, c'est très étiqueté je trouve, c'est dommage, bon c'est comme ça, en France on étiquette beaucoup. Des cases, d'étiquettes. C'est ça, je ne suis pas tellement ok avec ces notions d'étiquetage, parce que si tu mets dans un cadre, alors que peut-être c'est pas du tout ça, et donc ce que je vais te dire c'est peut-être pas du tout ça non plus. Mais bon, c'est en tout cas ce que j'ai envie d'exprimer par rapport au HP, donc les hauts potentiels. Haut potentiel, c'est pour moi quelqu'un qui a des potentialités plus élevées, des ouvertures plus grandes sur certaines choses. Tu as par exemple des hauts potentiels intellectuels, tu as des hauts potentiels émotionnels, tu as des hauts potentiels kinesthésiques.
Il y a plusieurs, pour moi, types de potentialité amplifiée chez les gens. Donc, si je prends mon exemple à moi, soi-disant que je suis un haut potentiel, je me reconnais un peu dans certaines choses, alors pas intellectuelles, hein, clairement pas, peut-être émotionnel, émotif, kinesthésique, très certainement. Mais surtout, j'ai compris que j'avais alors je ne sais pas si c'est un problème de dyslexie ou si c'est une notion de haute potentialité, mais tu vois, moi je peux m'ennuyer assez rapidement. Si mon cerveau il n'est pas nourri, si je ne fais pas plusieurs choses, si je ne suis pas occupée, je vais vite rentrer dans l'ennui. Et l'ennui peut amener à la dépression. Et c'est pas facile, je pense, de vivre avec un haut potentiel ou d'avoir un potentiel en relation, en ami, en mari ou en enfant. Parce que le haut potentiel, il doit être stimulé en permanence. On a besoin de le nourrir, il faut le nourrir. Sinon, soit il pète un plomb, soit il s'ennuie, soit il se fout en l'air. Parce que la vie, elle n'a pas d'attrait. S'il est dans un quotidien, dans quelque chose qui se fait tout le temps, dans des habitudes où tu changes jamais rien, le haut potentiel, il s'ennuie très très vite. Alors, il faut pas, si tu parles en même temps que moi, je t'entends pas. Du coup, on va dire que c'est l'avantage de Skype. C'est le bâton de parole. Je ne peux pas faire autrement. Alors, je voudrais te poser cette question puisque tu as été étiquetée comme ça et je dirais à partir de quel âge, entre guillemets, le diagnostic, ça s'appelle comme ça en France, a été posé? Alors, personne n'a posé le diagnostic parce que mes parents ne savaient même pas que j'étais dyslexique, que j'ai découvert il y a maintenant 3 ans seulement que j'étais dyslexique. Sur la notion de haut potentiel, j'aime pas l'étiquetage, mais je me suis simplement rendu compte au fur et à mesure des années que voilà, j'avais besoin de me nourrir de plein de choses, que j'étais beaucoup dans l'action, que je pouvais penser à plusieurs choses à la fois, que j'avais une compréhension plus peut-être peut-être pas forcément plus élevée. Il y a des termes que j'ai du mal à plus expansé. J'arrivais à comprendre des choses que les autres ne comprenaient pas, j'arrivais à faire des liens que certains autres ne faisaient pas. Au départ, je considérais ça comme anormal, pardon. Je me suis dit, mais c'est toi qui comprends rien, et puis en plus, tu n'arrives pas à te faire comprendre aux autres, parce que j'avais un langage qui était peut-être plus avancé sur certaines choses, et je l'exprimais par rapport à ce que je vivais, par rapport à au lien que je faisais dans ma tête, et les gens ne me comprenaient pas. C'est comme si j'avais un train d'avance et du coup, les gens n'arrivaient pas à me suivre. Ça a été très compliqué, donc je me suis un peu enfermée sur moi-même pendant un certain temps parce que je n'étais pas compris par les autres. Et c'est là où je me suis rendu compte de cette différence que j'avais par rapport à certaines personnes. C'est que j'étais pas dans leur monde, j'étais dans mon monde à moi. J'avais mes compréhensions à moi, j'arrivais, c'est comme si on me montrait des choses, que je comprenais ces choses-là, que je faisais des liens, et j'essayais de dire aux gens quels étaient ces liens, quelles étaient ces compréhensions, que les gens n'étaient pas encore arrivés à ce moment-là, ce stade-là, et que du coup, ils ne comprenaient pas. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour moi d'expliquer ce que je fais, comment je le fais. Ça a toujours été une complexité, et ça, on l'a évoqué plusieurs fois. Ces exercices qu'on fait ensemble aujourd'hui, de communiquer, de faire des interviews, d'essayer de partager avec les gens ce que je sais, ce que je suis, ce que j'entends, ce que je comprends, ou ce qu'on me communique. C'est pas toujours évident pour moi. C'est comme si je devais faire une sorte de traduction, c'est comme si j'avais un décodeur entre ce que je reçois et ma parole, et que je devais arriver à mettre en mots compréhensibles par toi ce que je recevais, ce que je comprenais, et les liens que je faisais. Et parfois, la gymnastique, elle n'est pas simple du tout. Et moi, je suis beaucoup mieux dans le faire plutôt que dans expliquer ce que je vais faire, expliquer ce que je fais. Avec en plus, si je puis me permettre, hein, cette acceptation de ton image et donc, je dirais de libérer cette parole avec l'acceptation d'être vue. Hein,
pas seulement d'être entendu, je dirais, dans ta voix, dans ta vibration, mais aussi d'être vu dans ce corps que tu es en phase d'acceptation, enfin que tu as déjà quand même accepté, mais il y a encore un cheminement, on va dire, si je puis me permettre, hein, je remue un peu le couteau dans la plaie. Et tu peux tout te permettre. Tu peux tout te permettre, Cathy, parce que je sais que ton intention, elle est bonne, elle est saine. Il n'y a pas une volonté d'aller malsaine, d'aller creuser quelque chose, d'aller faire peur d'une curiosité qui est pas appropriée. Et que ce que tu fais, tu le fais avec le cœur. Donc c'est aussi, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est chouette ces échanges-là, parce qu'ils sont naturels, ils sont authentiques. Alors, bah, parfois on n'a pas une bonne luminosité, parfois on fait des erreurs, on va radoter, on va se couper la parole, on va pas bien s'entendre, mais tout ce qu'on fait, on le fait avec le cœur. Et on est authentique. Et moi, ce que je veux, c'est surtout être authentique. Je suis pas parfaite, tu n'es pas parfaite. Ce que je vais apporter aux gens, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, ça sera fait avec le cœur. L'idée étant de, voilà, qu'ils se sentent mieux, qu'ils soient eux-mêmes authentiques, qu'ils arrêtent peut-être de jouer un rôle, de se mentir à eux-mêmes, d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres, d'être comme il faut et pas comme ils ont envie d'être. Voilà, soyez qui vous avez envie d'être, arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres, être conforme à ce qu'on veut que vous soyez. Accepter aussi parfois de perdre, je dirais, l'estime de l'autre. Et ça, c'est compliqué. Pour des gens qui ont peur de l'abandon, qui ont peur du rejet, c'est compliqué de se dire je vais accepter de ne plus plaire à mon père, à ma mère, à mes enfants, à mon mari, à ma femme, et de me révéler à moi-même. Mais je dirais que c'est un passage obligé, et je pense qu'il y a un moment pour tout. Il y en a qui n'y arriveront jamais, et il y en a qui, à un moment donné, ne supporteront plus ce qu'ils voient dans le miroir, supporteront plus de se mentir, de devoir jouer un rôle, de s'obliger à être conforme à une caste, à ce qu'ils sont censés être, parce que la société veut qu'ils soient comme ça. Donc c'est pour ça que je trouve que la période, elle est merveilleuse, parce que de plus en plus de gens n'ont plus envie de se mentir, n'ont plus envie de tricher, et ont envie d'être authentiques. Voilà, donc je me dis que peut-être par les échanges qu'on a, qui sont peut-être pas parfaits, mais qui au moins sont authentiques, on va peut-être encourager les gens à s'écouter de plus en plus. Et se regarder tels qu'ils sont vraiment, s'accepter et s'aimer, surtout. S'aimer. Hein. C'est le maître mot, l'amour. Hein, et toi, je reviens sur cette notion vraiment de s'accepter. Et souvent, bon, la société nous a fait porter des masques. Et là, vraiment, ça devient insupportable. On respire plus, on vit plus avec des masques. Et là, c'est vraiment bas les masques, moi, j'ai envie de dire. Et je reviens sur cette notion de haut potentiel. Alors, hein, vraiment au-delà de l'étiquette. Euh, Moi, j'ai entendu quand même que beaucoup de personnes qui le vivent sont un peu dans l'incompréhension des autres. Quels sont les signes qui ont fait, enfin, je dirais, comment tu les as décelés, ces signes? C'est le regard des autres, c'est cette espèce d'incompréhension que tu as eu la Alors, sensation de vivre, c'est pour aider. alors, Vas-y, je t'en pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est clairement parce que les autres ne me comprenaient pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Ça n'a pas de sens ce que tu racontes. T'es pas dedans. Tu vois, c'était souvent des remarques qui me disaient non mais en fait c'est pas le sujet. Je dis bah si, mais c'est une autre perception, c'est une autre manière de le voir. Enfin, j'invitais la personne à voir les choses autrement, mais comme elle était dans ses croyances et dans son mode de fonctionnement, et c'est comme ça que ça doit se passer, parce qu'on est dans la réalité, soi-disant, on est dans la matière, et c'est comme ça, et que les livres, ils ont dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Et moi, je veux sortir des livres, sortir de on a dit, c'est comme ça, et pouvoir considérer, parce que c'est ce que je suis, c'est ce que je reçois aussi assez régulièrement, ce que j'ai expérimenté aussi, que c'est pas forcément comme ça, c'est pas parce que tout le monde le dit que c'est la vérité, c'est pas parce que les livres depuis longtemps disent que c'est comme ça, que effectivement c'est comme ça. On peut raconter connerie sur connerie, on peut répéter, faire des copier-coller de choses qu'on pense être justes, mais on est beaucoup dans des théories, comme la théorie du complot. C'est que des théories. quand même. Alors, si complotiste, c'est penser par soi-même, oui. Je suis complotiste. J'en suis très fière.
Voilà, donc oui, j'ai détecté cette comment dire, spécificité chez moi parce que justement les autres ne me comprenaient pas et qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et le souci, c'est que quand tu n'as qu'une personne qui te dit ça, tu dis oh, ok, c'est l'autre qui ne comprend rien. Mais quand tu en as 2, 3, 4, 5 qui te disent à peu près la même chose, tu dis oh, ok, c'est moi qui ai un problème. Et pourtant, dans ce que je dis, c'est très clair. C'est-à-dire que moi, je me comprenais. Bon, c'est chouette, hein, tu te comprends, mais bon, t'es pas tout seul dans la société. Et ça a été, j'ai eu une longue période de solitude où ben, je me suis mis à l'écart de la société parce que la société ne comprenait pas ce que je disais, parce que j'étais pas, on parlait pas, on parlait pas le même langage. Et ça a été vraiment ouais, compliqué d'arriver à comprendre que j'étais différent, que bah, voilà, j'avais des informations peut-être que les autres n'avaient pas. C'est quand j'ai compris que bah, j'avais une perception des choses, que les autres avaient une autre perception des choses. Et pourtant, au final, on disait exactement la même chose, sauf qu'on n'avait pas la même approche. Et donc, j'ai appris à me dire, ben voilà, c'est une approche différente et à positionner en fait ma parole et ce que je disais en me disant, c'est pas parce que ce que tu dis, parce que l'autre comprend pas que ce que tu dis, c'est des conneries et c'est faux. C'est une autre approche, une autre manière d'aborder les choses. Et t'as peut-être pas forcément tort ou raison, mais en fait, tu as le droit quand même de l'exprimer à ta manière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, en me disant, ben, ok, ça c'est ton point de vue, c'est ta manière d'aborder les choses, mais peut-être qu'il y a d'autres manières d'aborder les choses. Parce que là, en fait, tu as une manière de penser, tu regardes dans une direction, mais c'est peut-être extrêmement limitant, il y a peut-être, tu vois, d'autres potentialités. Et le fait de travailler, justement, de mettre à l'hypnose de régression, justement, je suis rentrée dans ce champ des possibles où je me suis rendu compte, en fait, de toutes les potentialités de cette illusion dans laquelle on vivait, de cette matrice dans laquelle on était, et de cet accès qu'on pouvait avoir lorsqu'on était en état évolué de conscience et qu'on acceptait de laisser le mental de côté. C'est quand on acceptait de plus être dans ce corps, mais de dire, bah voilà, il y a autre chose qui existe et je vais me connecter à ce autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais pas ce que ça va m'apporter, mais voilà, je vais essayer, pourquoi pas. Et moi, tu vois, j'ai vécu plusieurs séances, j'en ai fait vivre beaucoup. Et je pense que c'est important quand tu es praticien de vivre toi-même des séances, parce qu'on a toujours des choses à régler à tout moment. Lorsqu'on travaille dans ces milieux-là, et notamment moi, je travaille beaucoup avec toutes les parties sombres. Donc, eh ben, il y a plein d'égrégores, il y a plein d'entités qui peuvent se présenter, qui peuvent aussi s'accrocher à moi. Et je dois aussi, moi, les nettoyer pour permettre justement d'être la plus pure possible pour pouvoir justement travailler avec les personnes et les amener vers ce qu'elles ont besoin de vivre. Je ne sais pas ce qu'elles ont besoin de vivre, je ne sais jamais en avance, mais je me rends compte que les personnes vivent toujours ce qui est le plus important pour elles. Leur permet vraiment d'aller à leur essentiel, ce qui est oui, vraiment essentiel. Oui, toujours. Mais je pense qu'on peut amener les gens à leur essentiel quand soi-même on va vers son essentiel. C'est pour ça que pour moi, le praticien, il a un vrai rôle à jouer dans la séance et que ce métier n'est pas qu'un métier. Moi, je ne le considère pas comme un métier. Hein. Vraiment, moi, je pourrais te faire une séance le matin, l'après-midi, le week-end, le dimanche, le jour férié, je m'en fous. Je ne considère pas ça comme un métier, mais comme un outil d'accès à quelque chose de plus grand. Qui peut nous amener à nous révéler à ce que l'on est vraiment. Et moi, je remercierai jamais, je l'ai déjà dit, hein, mais je l'ai radoté, je remercierai jamais assez les rencontres que j'ai faites, Dolores Cannon, et même tous ces traumas que j'ai vécu, tous ces moments de perdition que j'ai vécu, parce qu'ils m'ont amené justement à vivre cette expérience-là d'hypnose régressive, à faire cette formation, à décider de me former, à aller plus loin, à développer quelque chose que je considérais important dans l'hypnose de régression, aller explorer plein de choses, avoir des échecs, mais toujours continuer, parce que en moi c'était important, parce qu'en moi c'était fort, et parce que je me rendais compte au fur et à mesure de tout ce que ça me permettait de vivre, d'être et de devenir. Et aujourd'hui, au niveau de ma conscience, je peux me mettre en état de conscience modifié extrêmement facilement, parce que justement, je connais, je sais.
Je sais comment on y arrive, je connais les aspects vibratoires, je sais qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter, à quoi il faut être attentif ou pas. Et c'est aussi pour ça que je développe tout ce que je développe. Je voudrais juste simplement refaire, parce que j'ai peur d'oublier. On parlait tout à l'heure de se mettre face caméra pour accepter d'être vu. Et j'avais commencé donc durant le confinement, lorsque j'étais confinée en Ardèche. Et j'avais commencé à faire des petites interviews face à face, c'est-à-dire que je me posais des questions, je les mettais sur écran et puis je répondais à ces questions. Et j'avais demandé aux gens de ne pas hésiter à me poser des questions sur voilà, ce qu'ils avaient envie d'entendre, des questions par rapport à des problématiques qu'ils pouvaient avoir. Et un jour, j'ai une dame qui m'a écrit, alors je ne sais pas si elle écoutera cet échange ou pas. Je ne vais pas donner son nom parce que déjà je me souviens pas de tout. Je sais où elle habitait, du côté de la Dordogne. Et elle me dit qu'elle a une amie qui a eu une mort in utero et qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Donc l'enfant mort à l'intérieur du ventre avant la naissance. Et que voilà, elle n'est pas en paix avec ça, qu'elle aurait besoin voilà, de savoir s'il est possible de communiquer avec l'âme de l'enfant qui n'est pas venue. Et du coup, je reçois le message, je me dis, c'est chaud quand même, c'est quand même très particulier. Et je laisse 2-3 jours décanter, et un soir, en me couchant, je pense à l'âme de l'enfant. Mais bon, juste, c'est comme si, voilà, je pense, donc je me connecte à l'âme de l'enfant, et j'entends, alors je ne me souviens pas de tout, hein, mais le premier terme que j'entends, c'est Mahana. Donc M-A, un deuxième A avec un accent circonflexe dessus, un N ou deux N, je ne sais plus, A à la fin, donc Mahana, et qui me dit quelque chose en parlant de la culpabilité de ne pas se sentir coupable. Et du coup, le lendemain, je sais que c'est l'âme de l'enfant par rapport à la question qui a été posée, et donc je contacte la dame et je lui dis, est-ce qu'on peut se parler? Et donc elle me dit, oui, pas de problème. Donc je l'appelle, je dis, ben, vous voyez, j'ai pensé à l'âme de l'enfant hier soir, et puis ben, voilà, j'ai reçu ce message-là. Et elle se met à pleurer et elle me dit, mais en fait, c'est moi. C'est pas, voilà, j'ai dit que c'était une amie, mais c'est moi qui ai perdu un enfant in utero. Et elle me dit, votre message me parle quand même, parce que voilà, je me suis sentie coupable. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et elle culpabilisait, parce qu'elle se dit, peut-être, je sais plus ce qu'elle avait fait. Elle avait peur, elle se disait, c'est moi, c'est de ma faute si mon enfant il est mort et qu'il n'est pas venu. Et, mais le message c'était du style, arrête de culpabiliser, de toute façon tu pouvais rien y faire. Et la dame, elle était, alors je sais pas si c'était origine sénégalienne, enfin c'était un pays d'Afrique. Elle me dit, est-ce que vous pourriez m'écrire le terme Mahana comme vous l'avez perçu? Et donc je lui envoie un mail en lui disant, bah voilà ce qu'il m'a dit, puis j'avais eu l'intelligence à ce moment-là d'écrire toute la phrase qui m'était venue en tête. Et donc j'ai écrit Mahana, il reste de la phrase. Et elle me rappelle le lendemain et elle me dit, elle était encore assez émue, et elle me dit, mais ce message m'était bien adressé parce que dans ma tribu, le terme Mahana veut dire celui qui n'est pas venu. Wow. Je ne pouvais pas le savoir. Impossible. Non. Voilà. Donc, tu as vraiment reçu un message extrêmement puissant, hein, et merci de ce partage, Corinne, merci. Alors, je rebondis sur cette expérience que tu nous as partagée pendant le confinement, parce que là, tu as commencé à oser te mettre en avant face caméra. Hein, c'était tout un cheminement pour toi déjà d'acceptation de ton image, hein, on l'a déjà évoqué. Et moi, j'en profiterai et on va peut-être terminer là-dessus. Alors, j'ai envie quand même de souligner deux choses. Hein. Tu as évoqué ton expérience, vraiment, ta passion, on va dire, des séances d'hypnose régressive que tu as bien sûr énormément peaufiné. Et il faut quand même juste se remettre dans le contexte. Hein. Une séance, généralement, c'est 3, 4, 5 heures. Ça peut même pas, je dirais, partir au-delà. Hein. Et Corinne est incroyablement présente dans l'énergie et dans la vibration. Hein. Oui. Alors oui, justement, je voudrais, c'est très très bien que tu aies posé cette, c'est pas une question, mais
cet élément parce que j'ai vu passer, je ne vais pas dire le nom de la personne, mais c'est une personne que j'ai formée au tout début et qui aujourd'hui propose des séances de 2 heures. Elle ne l'a pas appelé son hypnose, l'hypnose vibratoire quantique, alors que c'est moi qui l'ai formée. Donc j'ai trouvé ça bon. Moi, je ne lui ai jamais dit qu'une séance était en 2 heures. Oui, une séance, c'est au minimum 3h30, 4 heures. En tout cas pour moi, parce que l'anamnèse, elle est importante, parce que l'anamnèse, elle permet... Donc l'anamnèse, c'est l'échange vocal entre les deux personnes avant l'hypnose. Il permet de recueillir plein d'éléments, de permettre aussi à la personne de pouvoir déposer aussi certaines choses déjà durant l'échange, de poser les bonnes questions, de poser aussi parfois des questions par rapport à ce qui n'est pas évoqué. Et ça se fait pas en une demi-heure, je suis désolée. Je trouve que vouloir restreindre les niveaux d'hypnose, enfin les temps d'hypnose, enfin les temps de séance d'hypnose, pour moi, c'est pas approprié. Parce qu'il faut du temps pour que les choses décantent, parce qu'il faut du temps pour que la personne elle soit en confiance et que ça se fait pas à toute vitesse. Et que si tu as déjà une montre et que si tu limites ton temps sur une séance, je ne sais pas en fait quelle énergie ça amène, mais en tout cas, c'est ma croyance à moi. 2 heures pour une séance hypnose transpersonnelle ou je ne sais quoi, c'est beaucoup trop court. Et c'est pas suffisant. Parce que quand tu penses qu'il y a entre 20 et 25 minutes déjà d'induction, donc si tu fais une séance de 2 heures, tu as une demi-heure d'échange vocal, tu as 20-25 minutes d'induction, il te reste combien de temps? Il te reste pas beaucoup de temps, hein. Il te reste une heure d'hypnose. Moi, j'ai pas de montre. Quand je fais une séance, une personne, elle peut rester 4 heures, 5 heures, 6 heures. Parce que l'important, c'est pas mon temps à moi, c'est pouvoir libérer la personne de ce qui la pollue, c'est aller explorer tout ce qui a besoin d'être exploré. Tu l'as déjà vécu, d'autres l'ont déjà vécu. Je vais aller vraiment creuser autant que possible pour aller voir tous les chemins qui sont tortueux, toutes les pierres qui sont à enlever, tous les blocages qui sont à libérer. Et je vais pas regarder ma montre. Je suis pas OK du tout avec ça. Je me permets de rebondir par rapport à ça. C'est vraiment très important de le souligner et très important d'évoquer que tu as une énergie à ce moment-là incroyable, tu es vraiment connecté puisque tu lâcheras pas l'affaire tant que tu sens que la personne elle a encore un truc à libérer, elle a encore un blocage. Enfin, je veux dire, tu es pour ça dans une écoute, une empathie totale, quoi. Tu es vraiment totalement au service et connecté à la personne. Ouais. Ça, je dirais merci pour toutes les personnes qui sont passées avec toi. Ce que je voudrais juste, parce qu'on n'a pas, je passe un peu du coq à l'âne, mais on parlait des hauts potentiels. Ce que je voudrais dire par rapport aux personnes qui sont hauts potentiels ou diagnostiquées hauts potentiels ou étiquetées, c'est pas évident, hein, je connais pour les autres de vivre avec des hauts potentiels, mais c'est simplement accepter que la personne elle a une autre manière de voir les choses, elle a une autre logique, elle a une autre compréhension et que sa compréhension, sa logique, sa manière de l'exprimer et de le dire, elle peut être tout aussi valable que sa propre manière à soi. Qui semble pour moi important, c'est arrêter d'étiqueter les gens et c'est pas parce qu'ils sont considérés comme hauts potentiels qu'ils sont différents. Et je me sens pas anormale, je me sens pas différente de toi. J'ai juste une autre approche, j'ai juste une autre manière de le dire, de l'exprimer, de le penser. Et puis c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Voilà, donc c'est juste par rapport à cette notion de haut potentiel, c'est arrêter d'étiqueter les gens, arrêter de les considérer comme différents. C'est juste une autre manière de penser, une autre manière de réfléchir. Pour autant, chaque manière de penser, chaque manière de réfléchir est bonne. Je vais même être, je dirais, au-delà de ça, et j'ai presque envie de dire provocatrice, parce qu'on est dans un monde, moi j'ai presque envie aussi d'aborder tous ces soi-disant dits malades, malades mentaux, où il y en a plein dans les hôpitaux dits psychiatriques, enfermés, parce que ben,
ils sont totalement différents, ils sont complètement hors normes de la société et ça, c'est pas l'objet du débat, on va dire. C'est Ah pas. si, mais complètement, complètement, tu vois. Enfin, je veux dire, sur cette notion de gens qui sont. Moi, j'avais reçu une âme qui était venue s'exprimer par rapport à une personne qui avait été enfermée, qui était devenue folle, parce qu'en fait, elle n'était pas comprise par les autres, parce que voilà, elle vivait des choses dans son intériorité que les gens la croyaient pas, la comprenaient pas, et la pensaient comme folle. Pourquoi? Parce que justement, elle avait accès à autre chose, elle pensait à autre chose, elle était aussi dans ses souffrances, et que ses souffrances n'étaient pas entendues, donc elle s'était enfermée dans ses souffrances. Mais c'est pas de la folie. Et oui, les asiles psychiatriques sont pleins de gens qui sont très intelligents, mais voilà, ils ont accès à des choses qui les dépassent, que les gens ne veulent pas entendre, qu'on va considérer que la personne elle est folle parce que bah ok, elle voit des choses, elle entend des choses, mais pour autant moi je les entends pas, je les vois pas, donc en fait elle raconte n'importe quoi, elle a pété un câble comme on dit, bah non, c'est des gens qui ont accès à des choses, entendent des choses, mais bah, on leur a pas dit que c'était normal. On leur a pas dit que bah oui, potentiellement, on peut entendre des choses, on peut voir des choses que les autres ne voient pas, ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. Si on arrêtait de considérer ces gens-là comme anormaux, alors je sais pas en termes de schizophrénie, si vraiment c'est une vraie maladie ou pas, j'ai pas d'éléments par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut se mettre. Moi, j'ai une personne avec qui j'avais échangé suite à justement un interview que j'avais fait toute seule là, durant le confinement et qui avait été interpellée par ce que je disais justement sur des personnes qui s'enfermaient sur elles-mêmes parce qu'on les écoutait pas, on n'était pas attentive et qu'on les croyait pas. Et du coup, elles s'enfermaient un peu dans une sorte de folie ou dans un état un peu soit schizophrène, soit bipolaire, parce qu'elles n'étaient pas entendues. Et souvent, les enfants, ils sont souvent perdus, parce que et les petits, ils seront souvent, enfin, ils subissent des attaques voilà, de l'éther dans des parties vibratoires relativement basses, et les parents ne les écoutent pas, ne les entendent pas. Et beaucoup d'enfants se ferment, et certains enfants ou certains adultes peuvent péter des plombs et s'enfermer et se détruire. Bah, soit par rapport à quelque chose qui est vécu dans la matière, soit par rapport à quelque chose qui a été connecté dans le monde de l'éther. Et comme on leur a jamais expliqué, bah, c'est tout à fait normal. Et puis comment se protéger, comment pouvoir arriver à dépasser ça, à pacifier ça, ou à avoir une approche différente, eh ben, ces gens-là s'enferment. Et oui, les asiles sont remplis de gens qui sont pas du tout fous, mais qui connectent à des choses que les autres ne connectent pas. Mais comme on est dans un monde de rationalité où je crois que ce que je vois, eh ben, bah, je peux passer moi pour une folle éventuellement. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être folle. Ça me fait rebondir et bon, je te sollicite là, vraiment depuis maintenant, on va dire des heures. Par exemple, l'autisme, est-ce que, parce que alors, pas là encore, hein, on met une étiquette, mais d'abord, il y a plusieurs formes et puis là aussi, enfin, il y aurait beaucoup de choses à échanger là-dessus. Tu as quelque chose? Voilà, je vais parler de l'autisme. Je me rends compte que j'ai pas terminé ce que je voulais te dire tout à l'heure par rapport à cette dame qui avait entendu cette interview. Du coup, comme ça l'a interpellée, elle travaillait avec des enfants justement qui avaient des problématiques psychiques. Et elle a demandé, elle a proposé à l'enfant de discuter et puis d'être vraiment à son écoute. Donc elle a vraiment pris le temps de se mettre à l'écoute de l'enfant et à dire à l'enfant, oui, mais oui, en effet, c'est tout à fait possible, oui, tu as raison. Et en fait, elle est rentrée dans le jeu de l'enfant, qui n'était pas un jeu, parce que lui, c'était vraiment ce qu'il vivait, ce qu'il voyait. Et du coup, l'enfant, ça l'a énormément apaisé. C'était un enfant extrêmement turbulent, très perturbé, considéré justement comme bipolaire. Il croit même qu'il était autiste. Et en fait, comme il n'y avait personne qui se mettait à son écoute, à son niveau, eh ben, il était enfermé dans son monde. Moi, de ce que j'ai comme information par rapport aux autistes, c'est des êtres extrêmement intelligents, qui ont une compréhension différente du monde, qui ont une approche différente du monde, qui ne savent pas maîtriser leurs émotions. On ne leur a pas appris, qui se laissent déborder parce qu'ils sont un peu hyper aussi. À tes souhaits. Et du coup, bah, comme il y a pas comment dire, des esprits suffisamment ouverts,
pour leur permettre justement d'exprimer leurs problématiques, leurs inconforts, leurs peurs, ces enfants, ils s'enferment. Et puis, ils sont catégorisés comme autistes. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que je perçois, en fait, des enfants autistes. Je trouve que c'est des super belles personnes. Il faut juste comprendre qu'ils ont une perception différente du monde, que je pense que la plupart des gens le savent, hein, mais c'est leur apprendre à exprimer leurs émotions, à faire la paix avec leurs émotions, à exprimer leur monde librement et à être entendus, surtout. Mais bon, j'apprendrai rien aux gens qui sont dans ce métier-là, et peut-être que certains vont me dire que je raconte n'importe quoi, peut-être. Mais voilà, moi, ma perception des autistes, parce que j'ai connecté à un moment donné une personne qui était autiste, dans son monde à elle, elle était tout à fait normale, mais ce qu'elle voyait de l'extérieur lui semblait assez anormal. Et que je pense qu'on devrait être beaucoup plus à l'écoute des autistes, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre dans le fait d'aller dans son intériorité, c'est aller écouter ce qui nous vient, et puis aider peut-être les autistes à pouvoir exprimer leurs émotions, parce je pense c'est des êtres qui sont dépassés en fait par leurs émotions, qui se laissent submerger, qui n'arrivent pas à les exprimer. Mais est-ce qu'on leur permet toujours de les exprimer? Peut-être, hein, je sais pas, j'ai pas la science infuse, hein, je sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. J'émets juste une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, et c'est peut-être n'importe quoi. Mais voilà, pour moi, un autiste, c'est un enfant tout à fait normal, mais qui a une perception différente. Comme moi, j'ai eu du mal à me faire comprendre par les gens. Au niveau de mes émotions, je me suis fermée à un moment donné. J'aurais pu devenir autiste, hein. Tout à fait, bon, c'est pas arrivé, mais j'aurais pu. Je prenais en tout cas le chemin de l'autisme. Même pour, c'est pas une maladie. Il faut arrêter de considérer que c'est une maladie. C'est juste quelque part, entre guillemets, une coupure vis-à-vis des autres, relationnels, entre autres pour se protéger. Oui. Je ne donne pas une définition, et je te remercie beaucoup de ces échanges. Je crois qu'on va te libérer parce qu'il y a peut-être alors, je te connais, tu as une énergie incroyable, mais il y a peut-être quand même une fatigue. On va couper cette vidéo très, très riche. Et je voudrais juste finir, si des personnes nous entendent, si vous avez, je dirais, des questions, si vous avez envie que Corinne soit, je dirais, interpellée sur des sujets, si vraiment il y a des choses là qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous écrire. On met bien sûr, comme d'habitude, quand on publiera cette vidéo, tous les liens en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser vos questions. Voilà. Oui, et puis tu vois, comme cette dame qui m'a interpellée sur cet enfant mort in utero, tu vois, je ne m'attendais pas du tout à canaliser l'âme de l'enfant. Je ne dis pas que ça va arriver tout le temps, mais je dirais pourquoi pas. Je veux dire, si je sais, j'ai bien compris que si une personne elle doit recevoir un message, elle le recevra. Pourquoi à 3 h du matin, je me suis réveillée et je me suis dit il faut parler des HP? Peut-être parce qu'il y a une personne qui va entendre, qui va voir cette interview où je vais sans doute titrer HP, et qui va peut-être avoir besoin de l'entendre, et que ça va lui parler, ça va évoquer certaines choses chez elle, ça va peut-être libérer des choses, je ne sais pas. Je pense que chaque chose a son utilité, que rien n'est inutile, que dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit a son utilité. Tu vois, nos interviews, je ne sais pas s'ils parlent bien, s'ils parlent peu. Je dirais peu importe. Ce que je vois, c'est que tu vois, je reçois des messages assez réguliers de gens qui sont contents qu'on fasse ça, toi et moi, qu'on partage et surtout qu'on le fasse avec le cœur et avec authenticité. Donc on va continuer. Complètement. Et on fait fi des bugs techniques, etc. Merci Corinne. Merci beaucoup. Et puis je te dis à très 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 bientôt de toute façon. À bientôt, ma Cathy. Merci.